Et si, mesdames et messieurs, continuer à acheter du gaz russe pouvait contribuer à attirer Vladimir Poutine à la table des négociations, parce qu'il faut bien dire et répéter qu'il y a potentiellement des négociations qui vont commencer, qui vont avoir lieu entre la Russie et l'Ukraine par rapport à la fin de la guerre qu'a commencé la Russie le 24 février 2022. En tout cas, c'est ce que pensent certains pays européens, comme la Hongrie et l'Allemagne. Tiens. Mais évidemment, ça n'est pas ce que pensent d'autres pays européens. Lucas Manger, comment comprendre cette posture de ces deux pays de l'Union européenne que j'ai cités, à savoir la Hongrie, mais aussi l'Allemagne? La Hongrie, il y a plus d'évidence. Orban ne fait pas mystère qu'il est proche de Poutine, proche des Russes, et qu'il cherche, et proche de Trump, et qu'il cherche à être une sorte de pivot. Il est proche de tout le monde. Il est proche de tout le monde, mais qui cherche, enfin pas de tout le monde. En Europe, il n'a pas beaucoup de grands amis quand même. Mais il cherche à être cette espèce. Les deux grands de ce monde, hein, les deux. Et il cherche à jouer ce rôle d'être le pivot, de faire turbuler le système et de dire il faut qu'on se remette à acheter du gaz russe parce qu'il ne faut pas affaiblir la Russie et puis ce sera moins cher. Voilà. Donc, les deux pays ont toujours été des gros acheteurs de gaz. Exactement. Et de pétrole. L'Allemagne, il ne faut pas oublier qu'il y a des élections dans 3 semaines, le 23 février prochain, des élections qui pourraient être remportées par la CDU. Il pourrait y avoir la droite allemande, il pourrait y avoir un très haut score de l'AfD, l'extrême droite. Donc l'Allemagne soutenue par Elon Musk. Donc l'Allemagne, n'oublions pas qu'historiquement a toujours aussi été très proche de la Russie. Depuis, on va dire, avant Merkel, le nom de l'ancien chancelier m'échappe, qui était ensuite allé travailler en Russie, vous voyez très bien. Ah mais oui. Gerhard Schröder, qui ensuite est allé travailler. Il y a une fascination de l'Allemagne. Qui était au conseil d'administration de Gazprom. Il y a une fascination de l'Allemagne pour la Russie, et que, souvenez-vous des débuts de la guerre en Ukraine, l'Allemagne aujourd'hui est politiquement soutenu, évidemment, soutient l'Ukraine, mais il y a eu une espèce de moment de flottement où lâcher l'ami russe était quand même un peu compliqué pour les Allemands. Donc là, c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas mettre sur le même plan du tout les déclarations de Orban et de l'Allemagne, sachant que l'Allemagne aura un nouveau gouvernement dans 3 semaines et que donc tout ce qui est dit là est un peu de la posture potentiellement électorale, mais qui n'a pas plus que ça, quoi. Oui, mais Alexandre Melnik, est-ce que vraiment on peut estimer que ce serait une bonne idée pour faire revenir Poutine à la table des négociations, venir, très très mauvaise idée, de lui donner de l'argent, qui avait déjà été très bien commenté par Volodymyr Zelensky, qui a dit que l'Europe sacrifie sa sécurité pour le gaz russe pas cher. Voilà, donc une fois de plus, c'est une tentative d'amadouer Poutine. Et on a l'impression, pardon Alexandre, que la guerre n'a rien changé, parce que ce que vous dites là, c'était ce que tout le monde pensait avant la guerre. La guerre change quand même la donne. Peut-être pas aussi vite. Autant qu'on voudrait. Voilà, mais évidemment, ça travaille. Ça travaille les consciences et la situation change. Non, je crois que une fois de plus, la stratégie qu'on peut appeler la stratégie de Reagan au début des années 80, ou bien on s'aperçoit aujourd'hui qu'il y a quand même de plus en plus de Reagan dans la stratégie de Trump. Ce que je veux dire, c'est la paix par la force, c'est-à-dire être ferme. Et amadouer Poutine en rachetant du gaz, c'est pas du tout la façon la plus adéquate pour l'amener aux négociations, parce que lui, il ne comprend que le rapport de force. On l'avait déjà dit. Enfin, vendre son gaz et son pétrole, ça l'intéresse aussi. Le gaz et le pétrole, l'argent, évidemment, qui l'intéresse. Mais il continue quand même. Combien de fois on avait dit qu'il contourne les sanctions, et le gaz et le pétrole, aujourd'hui, continuent à nourrir le budget russe et l'effort de guerre russe. Mais en même temps, je répète que toute stratégie de apaisement vis-à-vis de l'agresseur, eh bien, c'est une stratégie vouée à l'échec. Mais de toute façon, il y a beaucoup d'Européens qui sont pour l'instant opposés à tout cela. Donc en fait, la mesure ne verra pas le jour de sitôt. C'est même pas une question d'être opposé, c'est qu'en 2024, on a augmenté nos importations de gaz liquéfié naturel de Russie. Vous avez raison, Samantha, c'est le gaz liquéfié. Voilà. Donc nous continuons, il faut le dire, non seulement nous continuons, à acheter nous du gaz liquéfié russe. Alors en 2024, c'était 16,65 millions de tonnes, par rapport à 15,21 millions de tonnes en 2022. Alors ça, il faudra qu'on m'explique pourquoi. Eh bien parce que certains pays continuent à importer le gaz naturel liquéfié, et l'argument utilisé, c'est qu'il est moins cher.
Mais il y a une alternative. Alors c'est vrai qu'en Europe, on se retrouve entre les États-Unis et l'Amérique. L'Amérique propose son alternative. Il y a 2 grands terminaux d'exportation de gaz naturel liquéfié qui sont en train d'être construits dans ce qui s'appelle encore aujourd'hui le golfe du Mexique. Ils ne seront pas opérationnels tout de suite, mais ils seront opérationnels à peu près dans 2 ans. Et le gaz qui pourrait être exporté vers l'Europe depuis ces terminaux sera moins cher que le gaz russe. Donc ça, il faudra aussi l'expliquer aux Hongrois, aux Allemands et aux Slovaques. Mais ce que vous dites, alors, c'est que il y a c'est des questions environnementales qui sont un peu douteuses par rapport à cette opération de faire venir du gaz de l'autre côté de l'Atlantique. Mais du point de vue géopolitique, la solution pourrait exister. Frédéric Bizard. Cette affaire est assez intéressante quand même, parce que monsieur l'a très bien expliqué. Si Orban, Monsieur Orban discutait cette question pour des questions politiques, mais c'est là où on voit que la chose, à mon avis, est vraiment pas une dimension d'homme d'État. Monsieur Scholz, il essaie de négocier pour essayer de sortir de sa crise économique, parce que le coût de l'énergie pour l'Allemagne, qui est avant tout une puissance exportatrice, est rédhibitoire aujourd'hui, ce qui fait que l'Allemagne est en récession depuis 2 ans. Mais si ça ne nous a pas échappé, si vous avez écouté le discours de Trump à Davos. Bien sûr. Nous écoutons tous les discours de Donald Trump. beaucoup parlé ici, d'ailleurs. Qu'est-ce qu'a dit Trump à Davos? Il a dit, écoutez, si vous voulez éviter les tarifs douaniers que j'ai envie de vous faire, peut-être que vous pourriez regarder du côté de mon pétrole, que je suis, parce que moi, c'est forêt. Oui. Je veux devenir une puissance exportatrice importante. Ils sont déjà exportateurs et notamment de gaz liquéfié. Et donc, il y a eu un début de deal avec le patron, puisque c'était le patron de Total, M. Puyané, qui discutait avec M. Trump, qui a dit, si vous nous garantissez de pouvoir alimenter l'Europe en gaz liquéfié plutôt que de devoir demander à la Russie, nous pourrions être intéressés. Vous voyez, et c'est là où on voit que M. Scholz est quand même un petit peu à côté de la plaque de ce point de vue-là, parce que il a très bien expliqué que de toute façon, c'est que discuter avec l'ennemi, ce n'est que s'affaiblir si on veut rentrer dans les termes de l'ennemi. Je crois que vous devriez devenir géopoliticien, parce que vous êtes économiste, mais effectivement, vous êtes en train de nous expliquer à raison que l'économie est aujourd'hui extrêmement géopolitique. C'est ça, la politique économique. C'est la géopolitique qui prend le dessus sur l'économie. Alors, mais c'est surtout le symbole de le masque tombe en Allemagne sur la SPD, notamment que on préfère l'ostopolitique avec la Russie, parce qu'ils la connaissent, c'est rassurant, et puis ils ont besoin économiquement à aider l'Ukraine, très clairement, qu'ils ont beaucoup traîné des pieds pour le faire. Et maintenant, ils aimeraient bien revenir au statu quo hanté, en réalité. Alors, on a aussi parlé, bien sûr, tout à l'heure de la Hongrie. Voyons ce que dit la Hongrie à ce sujet, au sujet de ce fameux gaz russe. Est-ce qu'il faut en effet compter dessus? Est-ce que l'Europe a un jeu à jouer à partir de cela? Écoutez sa réponse. Il nous suffit d'être forts et de dire, chers amis ukrainiens, nous comprenons tout, mais nous avons besoin que vous laissiez passer le gaz russe. Comment l'Ukraine veut-elle se rapprocher de l'Union européenne si elle agit contre les intérêts des pays d'Europe centrale? Et s'ils ne tiennent pas leur parole, nous n'en arriverons pas seulement à remettre en question les sanctions, mais elles seront complètement effacées. Donc si la Commission européenne ne suit pas ce que nous avons convenu, les sanctions prendront fin. Ce sera décidément le mot du soir, chantage. Mais oui, mais parce que on rentre dans une période où chacun se dit il va y avoir des négociations. Il y a une interview de Poutine absolument fascinante qui a été traduite ce soir, je crois, sur le site du Grand Continent, qu'il faut lire absolument. Poutine qui est interviewé à l'arrière d'une voiture, par un média russe, bien sûr. Par un média russe, bien entendu. Un média d'État, bien sûr. Un proche je me souviens plus du nom du journaliste en question, un journaliste russe. Non, c'est pas lui. Mais qui commence à mettre sur la table un certain nombre d'événements, d'éléments pour la négociation. On va pas parler de ça maintenant, c'est une interview absolument passionnante et assez complexe, où il essaie de décrédibiliser complètement Zelensky. Ce que ça veut dire, c'est qu'ils sont tous en train de se dire, bon, il va falloir négocier. Orban, on le disait tout à l'heure, veut être au centre du jeu, il veut d'une certaine manière faire partie de ça. Ce que dit Orban là, c'est aussi ce qu'on ressent dans les institutions européennes, à Bruxelles par exemple. Le centre de gravité de l'Europe est en train de bouger vers le nord, les Baltes, les Scandinaves, et vers l'est. Et Orban rappelle ça en disant « Attention les amis, vous pouvez pas faire sans nous. Vous pouvez pas négocier Paris, Madrid et Berlin sans nous, l'Europe centrale, l'Europe de l'Est.
et, dans une autre dimension, parce qu'ils ne sont pas du tout d'accord, les pays baltes et scandinaves. Mais il y a un centre de gravité qui a bougé, et Orban se veut le porte-voix de cette Europe-là, qui est pragmatique et qui dit maintenant, il faut qu'on fasse la paix. Il faut qu'on fasse la paix avec les Russes, et les Ukrainiens, ils vont pas nous empêcher de le faire.